suite de la visite de la délégation de Sanankoro Fama à l'intérieur de la préfecture de Kerewane pour la cérémonie de sacrifice en l'honneur de leur ancêtre Almami Samori Touré. Les temps forts de ce voyage avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Imam Mohamed Dicko, a reçu la visite d'une délégation du shérif de Nioro ce jeudi 27 décembre 2018. La délégation est porteuse de messages de félicitations et de soutien du shérif pour le président Dicko. Les dispositions prises par les directions régionales de la police et de la protection civile à la veille de la fête de fin d'année, les détails dans ce journal. C'était pour vous le sommaire. Nous sommes dimanche 30 décembre 2018. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans l'hebdo de la semaine. Les cheminots sont à leur 6e jour de grève de faim commencée depuis le 19 décembre 2018 et comptent le poursuivre jusqu'au paiement de leur arriéré de 9 mois de salaire. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail nous a donné plus de détails sur cette grève. C'est juste pour vous faire un point de l'évolution de la grève de la faim et qui est à 6 jours aujourd'hui. Donc depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, on n'a vu aucune autorité. Aucune autorité n'est venue nous voir. Seulement des Maliens lambda sont passés par là. Aujourd'hui, la grève a pris une autre ampleur. Parce que sur tous les longs des rails, de Bamako jusqu'à Diboli, c'est la même effervescence. Les cheminots sont déterminés aujourd'hui à avoir les 9 mois de salaire. Les 2 mois promis par le Premier ministre, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas l'assurance que ça soit payé. Que ça soit payé dans les différentes banques ou bien que ça soit payé par billetage. On n'a pas encore cette certitude. La seule chose que nous pouvons vous dire tout de suite, c'est que la grève de faim continue jusqu'à aboutissement de nos différentes revendications. Nous interpellons ici l'Union sacrée, composée du Haut Conseil islamique, de l'Église protestante, de l'Église catholique du Mali. Parmi les cheminots maliens, ce sont ces 3 entités qui sont ici. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens et il y a des protestants. Que chacun s'y mette. Nous avons fait 9 mois parce qu'eux, ils nous ont conseillé. Ils nous ont mis sur de bons chemins. On ne veut pas les décevoir. Qu'eux, ils regardent la souffrance de nos enfants. Qu'ils regardent la souffrance de nos familles. Les cheminots sont devenus de vrais mendiants aujourd'hui. Que chacun comprenne cela. Aujourd'hui, nous avons reçu notre camarade Moussa qui a fait le déplacement de Kati à Bamako. Qu'il reçoive ici les hommages et l'honneur de l'ensemble des cheminots du Dakar-Bamako ferroviaire. Je viens tout de suite d'échanger avec le camarade Mambay Tungara qui aussi nous dit qu'ils nous soutiennent. Le PTB nous soutient. Le réseau Rail sans frontières nous soutient. Le syndicat international de lutte et de solidarité nous soutient. Les syndicats coréens du ferroviaire nous soutiennent. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, là où il y a les rails, on a le soutien de toutes ces entités-là. Il y a 4 de nos camarades qui sont tombés ici. Les sapeurs-pompiers sont venus prendre un ici. L'autre, c'est le docteur Sissé qui l'a soigné directement ici. Et tout ce qui devait être fait, c'est le docteur Sissé qui l'a fait ici directement. Les 2 autres, il les a soignés et il les a intimés de ne plus observer la grève de la faim. Ces gens-là avaient refusé. Ils ont dit non, on est venu pour mourir ici et on va mourir ici. Il a fallu que le docteur Sissé fasse recours aux leaders que nous sommes pour qu'on puisse faire raisonner nos camarades. On changera de stratégie au moment opportun. Ils ont la journée d'aujourd'hui. Si cela ne vit pas, c'est nos familles qui viendront à la gare ici. Demain, c'est le 25. On va dire à toutes nos familles de venir ici. Toutes les familles cheminotes, tous ceux qui ont un rapport avec le chemin de fer, on va leur demander d'être là pour nous soutenir. Parce que c'est un combat noble qu'on est en train de faire. Donc nous allons continuer cette bataille jusqu'à ce que l'État du Mali nous mette dans nos droits. Si l'État du Mali est un pays de droit, nos 9 mois ne doivent pas mourir de l'autre côté. On l'a dit et on ne cessera de le dire. Les 9 mois, DBF c'est une société binationale
qui englobe le Mali et le Sénégal. Donc, les Sénégalais sont payés régulièrement. Il faut que l'État du Mali s'assume. Il faut que l'État du Mali honore ses engagements. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la fête de Noël ce mardi 25 décembre 2018. Le Noël est la fête anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Il est célébré cette année sous le signe de la paix et de la joie. Reportage. Pour célébrer la fête de Noël, qui est la fête d'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, des séances de prière ont été organisées dans toutes les églises du Mali. L'objectif est de prier pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Le Noël est fêté le 25 décembre de chaque année. Suivant ces fidèles de l'église protestante de Torokorobougou. La fête de Noël, comme on le sait, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Depuis des temps immémoriaux, des prophètes avaient annoncé sa venue et des années après, il est réellement venu et il est né d'une vierge qui est Marie. Cela montre sa sainteté. Donc on l'appelle communément et fils de Dieu, mais en réalité, c'est la révélation de Dieu en personne pour nous montrer sa volonté et pour nous sauver. C'est une fête destinée à l'humanité tout entière parce que c'est la fête de la nativité, la fête de la venue du Messie ici-bas sur terre pour nous expliquer ce que c'est que Dieu, jusqu'où il est grand et jusqu'où il est miséricordieux de Dieu et jusqu'où il est prêt à nous pardonner et à nous amener dans son paradis. Je voudrais, pour la célébration de cette fête de nativité du Messie, souhaiter les vœux les meilleurs à l'ensemble des fidèles chrétiens du Mali, mais également à toute la population du Mali et à toute l'humanité. Pour le pasteur de la dite église, le Noël est fêté sous le thème de la paix. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël, c'est la fête anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé sauver le monde et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et c'est ça Noël, la naissance du sauveur du monde. La fête de cette année est placée sous le thème de la paix et la paix au Mali. Et nous voulons parler de la venue de la paix. Dieu a procuré la paix pour l'humanité. C'est à l'humanité de s'approprier de cette paix en Jésus-Christ. Réconcilier avec Dieu, réconcilier les uns avec les autres en Jésus-Christ. L'appel que je lance à tout le peuple malien, à toutes et à tous, c'est que Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans ce désordre. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu clément et miséricordieux. Il a fait sa part en sauvant l'humanité par Jésus-Christ. Il a envoyé sa paix, il nous donne sa paix et c'est à nous d'accepter cette paix et pour que nous puissions vivre en paix. Et que je prie pour que nous soyons des artisans de paix, pour que notre Mali soit en paix. Je dirais joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Nous pouvons noter que la célébration de la naissance du Christ est un moment de partage, de solidarité, de retrouvailles, mais surtout des dons, des cadeaux aux enfants par les parents. Toujours dans le cadre de la fête de Noël, notre équipe de reportage a fait le tour dans certaines familles chrétiennes. Suivons le reportage de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la fête de Noël. Ici, nous sommes à Kalabankoro, dans la famille Togo. L'ambiance est bonne, il y a de la joie partout et les enfants sont heureux. Certains chefs de famille nous donnent leurs impressions par rapport à la fête de Noël 2018. Ils n'ont qu'un seul vœu, c'est de voir la paix dans le pays. Noël, c'est une grande fête. On commémore la venue du Messie pour nous les chrétiens. Et généralement, on se réunit en famille, la grande famille. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc tout le monde vient ici. Et on fait la fête. Wow.
c'est bon pour les enfants, pour la connaissance que la famille se retrouve. Nos vœux, c'est la paix pour le pays. Parce que s'il n'y a pas la paix, personne ne peut s'épanouir. Et effectivement, pour nous, la venue du Messie aussi, c'est un message de non-violence. Parce que Jésus était non-violent. Il a dit, si on te gifle la joue gauche, il faut présenter la joue droite. Donc, c'est ça nos vœux les plus ardents. En plus de ce qu'on demande, en plus au bon Dieu pour la santé, la prospérité et tout ça. Mais le grand vœu, c'est la paix pour le pays. Voilà. Cette année, je remercie le Seigneur de nous avoir accordé vraiment de voir ce jour. On est en train de la fêter dans l'ambiance. Ça se passe bien pour le moment. Mes vœux, c'est que vraiment le Mali soit apaisé. Qu'il y ait de la paix au Mali, de l'entente, la cohésion entre vraiment tous les enfants de ce pays-là. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est l'une des grandes fêtes chrétiennes. Quand même, nous sommes dans la joie du Christ qui est né pour sauver l'humanité. Nous sommes dans un pays de guerre. Bon, les fêtes ne sont plus comme avant. Quand même, nous faisons le minimum et partager la joie avec tous les enfants du pays, que ce soit chrétiens ou musulmans. Et voilà. Nos souhaits les plus ardents, c'est la paix au Mali. Nous souhaitons vraiment la paix. Et nous sommes tous dans les inquiétudes, l'insécurité grandissante. Et nous souhaitons uniquement la paix au Mali. Notons que la fête de Noël, c'est aussi un moment de retrouvailles, afin de consolider la cohésion au sein de la famille chrétienne. Pour cette deuxième journée de la visite de la délégation des descendants de Sanakoro Fama, avec à sa tête son petit-fils et homonyme, ont profité de ce voyage pour visiter les patrimoines culturels légués par leurs ancêtres. Reportage de Madina Traoré et de Moussa Tembini. Ils sont venus d'un peu partout dans le monde pour prendre part à la cérémonie des sacrifices de l'ancien feu Almami Samori Touré, l'empereur de Wassoulou. Au lendemain de leur arrivée à Kéréouane, les voyageurs se sont dirigés vers son village natal. En route, elle a fait une escale dans la constitution de Kémébourama, précisément dans la famille du frère cadet de Almami Samori Touré. Mbra sawa le noté, katimi asreyaka, de se foi que la vie ne sawate. Awa délégation menani andeile andoile ambadeile ambra sawa kase adana ne alasona wuro ko foli daima yuma foite ya fo here amen mulobi sawa ne biza ko sube abrana kuna yele dama Allah jama pa ye kanadra ya obraka ma fangari obraka ma kuna yele ne anne ko kanyabi anya jelo be mali. Les descendants de Sanakoro Fama, avec à sa tête le petit-fils et l'homonyme du feu Almami Samori Touré, sont arrivés à Miniambaladougou en début d'après-midi pour les sacrifices. Un accueil digne de ce nom leur a été réservé par les habitants de ces villages. Mise en scène, chants, danse. Voici les points forts de cette visite à Miniambaladougou 2. La délégation s'est ensuite dirigée vers l'ancienne habitation de Almami Samori Touré et sa famille à Miniambaladougou 1. Cette fois pour les sacrifices. Elle en a profité pour visiter l'ancienne maison où est né l'Almami et où se trouve la tombe de ses parents. Beaucoup d'endroits magnifiques qu'il a légués à ses descendants. Ce sont entre autres la colline où épiait la poudre qui lui servait de munitions, sa cachette dans une grotte sous cette colline, ainsi que la case où est enterré son grand-père, Fabou Touré. Toutes ces découvertes n'ont pas laissé indifférent le professeur d'histoire et géographie Modibo Keïta. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à Miniambaladougou, donc c'est le lieu où, n'est-ce pas, est né Almami Samori Touré, n'est-ce pas, empereur du Wassoulou. Donc vraiment des choses merveilleuses que nous avons vues. On avait étudié ces choses-là, enseigné ces choses-là en classe. On les avait étudiées, n'est-ce pas, dans les petites classes, mais on n'avait jamais vu, n'est-ce pas, ces endroits. Donc vous-même, vous l'avez constaté, nous avons vu, n'est-ce pas, sa ville natale. On a vu, n'est-ce pas, la maison en ruine de son père.
n'est-ce pas, on appelle l'Amphia Touré. Nous avons vu aussi, n'est-ce pas, la tombe de Samori Touré, son grand-père. Et nous sommes ici sur la colline sur laquelle il fabriquait, n'est-ce pas, la poudre à canon. Donc vous avez vu le mortier traditionnel où, n'est-ce pas, on pilait, n'est-ce pas, la poudre. Voilà, donc vraiment c'est une visite qui a réussi, n'est-ce pas, plein, n'est-ce pas, d'espoir et plein, n'est-ce pas, d'opportunités pour l'avenir, pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en valeur ces sites historiques. Arrivé dans le village de Kofilabegou, ville natale du père de l'empereur de Wassoulou, un accueil leur a été réservé. L'Amphia Touré, au monument du père de Almami Samori Touré, n'a pas caché sa joie. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment inoubliable. C'est encore très motivant. Nous, les fils de Kiramani, surtout les descendants de l'Almami Samori Touré, moi je suis l'Amphia Touré, je porte directement le nom de père de Samori Touré. Et il faut qu'on se donne la main pour réévaluer ce que nous avons vu aujourd'hui et mettre en place les infrastructures, les vestibules et tant d'autres choses. Je pense qu'après cette visite, on va se retrouver les fils de Samori Touré et les petits-fils de Samori Touré. Nous allons monter un projet, nous allons demander la contribution de tous les descendants de Samori Touré en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, pour qu'ensemble on va voir ce que nous pouvons réaliser ici. Personne d'autre ne peut faire notre place. C'est à nous de donner le temps. Les autres vont venir après. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. L'homonyme et le petit-fils de Almami Samori Touré lancent un vibrant appel à tous ses descendants. La première réaction, c'est vraiment une fierté pour moi parce que depuis notre enfance, on entend parler et personne n'a osé faire le pas pour venir ici. Et moi, je suis très heureux par rapport à la mobilisation des jeunes descendants de l'Almami et des alliés qui ont fait l'impossible. Et la route que nous avons prise, ce n'était pas une route. Ils l'ont créée pour que les voitures puissent venir ici. Et les gens que vous voyez ici, ce ne sont pas des gens que nous, on a amenés de Bamako. Ils se sont mobilisés avec nous par rapport à la décision que nous avons eu à prendre, comme quoi du 20 au 23 jusqu'au 24 décembre, nous allons être là pour faire ce sacrifice-là. Et la mobilisation est vraiment à son comble. Je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y a de l'argent qu'on a pu faire ça. Puisque cette mobilisation, on ne peut pas le payer. Tout ce qu'ils ont eu à faire, ils ont fait d'une manière volontaire, sans contrepartie. La contrepartie pour eux, c'est de voir réaliser ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, qui sommes d'un certain âge, on aimerait que ça soit une voie ouverte pour les jeunes. Tous les descendants de l'Almami qui se trouvent ici en Guinée et au Mali et dans le monde entier, qu'aujourd'hui, il y a une voie qui est ouverte. Le pèlerinage, le touristique, historique. Il y a beaucoup de choses qui sont ici, qui ne sont pas dans les livres, que les historiens ne connaissent pas. La preuve, c'est qu'on est avec un historien qui est venu. Là, il est émerveillé, il n'en revient pas à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Encore moins, nous ne savons même pas jusqu'où vraiment on peut remercier les gens d'ici pour avoir vraiment nous accueillir à bras ouverts. Et la volonté y était là pour tout le monde, que ce soit ici en Guinée et ailleurs. Mais il fallait vraiment y agir. Et là, j'ai décidé de faire ça. Et vous voyez l'écho qu'il y a eu, la volonté des gens et des autres de venir sans contrepartie et d'autres contribuer. Il y a eu des contributions même en Guinée et des contributions même à Miniambalandougou même. Donc si vraiment on voulait payer, on n'aurait pas pu avoir l'argent qu'il faut pour payer. Bon, ce que nous comptons faire, ce que je peux demander, je fais l'appel à tous les descendants de l'Almami, à tous ceux qui vraiment ont contribué, leurs parents et leurs arrière-grands-parents, qui ont contribué à ce que l'Almami soit ce qu'il soit et qui se mobilisent pour que ce site-là puisse quand même être un site touristique, les gens puissent venir voir ce qui s'est passé il y a 200 ans et qui puissent vraiment se recueillir devant leur tombe, qui puissent connaître l'histoire par ceux qui, de père en fils, ont appris, qui sont là, et qui nous sollicitent même pour pouvoir nous parler. Et vraiment, pour ce qui concerne maintenant les moyens à mettre en place, je pense que l'appel est là.
Et nous allons mettre une structure en place qui va nous permettre de mobiliser encore plus des gens, des bailleurs de fonds qui sont intéressés par ce déplacement. Dieu seul sait ce que nous avons fait pour en arriver ici. Mais encore une fois, la volonté humaine nous a permis vraiment d'arriver au bout de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc on remercie encore le bon Dieu qui a permis à ce que nous puissions faire ce que nous avons fait aussi. Et nous vous remercions vous aussi avec l'effort qui est au-delà vraiment de tout ce que nous pouvons penser et de l'effort que les uns et les autres peuvent faire. Et là, vous êtes arrivés à réaliser. C'est quelque chose d'historique. Aucun caméraman n'est venu ici. C'est la première fois qu'une caméra arrive ici. Et vous êtes les premiers à le faire. Donc je ne peux que vous féliciter et de vous remercier. De Minian Baladougou en passant par Kofi Lakoro, tous étaient contents de retrouver les leurs revenir à leur source. Après une journée très mouvementée, les membres de la délégation sont rentrés à leur hôtel. Toujours dans le même cadre, les griots ont émerveillé le public par leurs chansons pleines d'enseignements après la visite de la délégation chez le chef de la préfecture, Madina Traoré, Oumar Traoré et Moussa Tembine pour plus de détails. La délégation Almami Samori Touré, après avoir fait le tour à l'intérieur de Kiriwani, s'est rendue ce samedi 22 décembre 2018 dans la famille du chef de village. À son arrivée, ils étaient tous là, notables, griots et beaucoup d'autres personnalités pour l'accueillir. Après la bénédiction, place au discours du chef de village de Kiriwani, Petit Fodé Camara. Nia akoma frère. Jamana me gene yano gene boyano gene boni manne yako ni bono manne ya gene boni kabon malila kana yano gene bonoko kurukankwa la charte de Kurukankwa l'article 278 au l'année l'année télémema anti ala au télé anu kan anjelulo anu kana anu nufene ka ka ambodiare onena masunyata masan gambre masan ngare ni yedu ko ka masan gambre be ka kan ki kuna fone parce que masunyata nyonji fama kenema anyonji fama kenema maswale na gouvernement dana ka frafina da ka ilasi ayirema ka frafina dia do yero ka article la dana ka jamanatini préfet ni sous-préfet ni commandant ni ka bela dana. Bon, anu le kanano ani yini ka oké ani kama yani ko la dan kama yan kamera ka bosibi 3 kilomètres en va. La délégation s'est ensuite dirigée vers l'hôtel où a eu lieu un concert géant en l'honneur des descendants de Almami Samori Touré. Les détenteurs de la parole ont émerveillé le public à travers leurs chansons pleines de leçons et d'enseignements jusqu'à tard dans la nuit. La délégation Almami Samori Touré a rejoint le vestibule où l'empereur de Ouassolo tenait ses réunions ce dimanche 23 décembre 2018 pour une lecture de Coran suivie d'autres visites. Madina Traoré, Oumar Traoré et Moussa Tembine. La délégation a rejoint le vestibule de Almami Samori Touré ce dimanche tous les matins pour une lecture de Coran. De là-bas, elle s'est rendue dans le puits sacré de la femme préférée de Almami Samori Touré, l'Amphia Touré, homonyme du père de Almami Samori Touré. Quand tu as un puits qui date de plus de 100 ans, on peut dire que c'est un puits sacré. Et 100 ans jusqu'à présent, vous voyez l'état d'eau, il y a toujours de l'eau dedans, ça ne se tarit jamais. De saison chaude, saison pluvieuse, c'est toujours la même chose. Je suis venu un jour, là, j'ai trouvé que cet endroit était devenu un jouet pour les enfants. Et alors on jetait n'importe quoi ici, les gens s'amusaient ici. Alors ce qui n'était pas normal. Alors, moi j'ai demandé à mes parents de se donner la main de faire une clôture. Moi j'ai fait la clôture, les autres aussi ont contribué de leur manière. Aujourd'hui je suis content qu'on a fait la clôture et que l'endroit est sécurisé. Tati Bagayogo, un parolier, nous explique les bienfaits de ces puits. Anoro kaboma abra sanche meni ko lebo jina no kelo wala ibrahim ate jala ate kalanya gorema nini abra ba raide wa ninte ay tra do bolale ay bra do bo ay di jege te ke fankle je bra ke fankle ay di baro ka je ka noro a je te duna te kalanya goresim a nya bolo matini je ya ko je samambali je kumba yaro je misen yaro
Ibrahim a bolo mo lewde mais ko san nan tun ay di sebe do na ro bobla urun te benale fen ni manka ka ke tulun ke fendi ba souvenir leni ha yelema ko urun la tan bedi ni na fay na fa ka bu jamana ka yini nyamga anyalete. Selon Khalid Touré, ce puits a des pouvoirs magiques. Donc koloni ngidi mo makonya ko siaman yaro ni ka fo kuye wolu be nya fo bi dina bara développer idi ke mo sudodi mais anu menu ye famille di anka lo kolonko ni te tolonko di koloni mbra mo siaman makonya ana kabla kono donc ni badenu bora wularo kana kabo Mali kabo Sénégal kabo Côte d'Ivoire kana ko ainato ay fabra yela na ye kerwanindi ainato fabra yela ko menu fe wolete ba ya lon ko la colonne tin famille la colonne kabla la colonne wole ko son alabla ni benye bi gemenu ye colonne kono gemen dolu ye ya ibra sambi sava sambi nani bo ali au moins il y a 6 mois geni kelen sara ayerenye ankaye alala la tedi ni tunga ge longueur ta à peu près 3 mètres 50 donc mo balukaye ay masse touser la gela. La visite au tombeau du grand frère de Almami Samori Touré El Hadji Ibrahim Touré, suivie d'une soirée animée par les chasseurs, ont mis fin à cette visite de la délégation Almami Samori Touré à Kéréouane et environnant. Vivement la prochaine rencontre. La bourse du travail a servi de cadre ce mercredi 26 décembre 2018 pour une conférence de presse de l'UNTM. Le but était d'informer le public malien sur la situation actuelle des travailleurs du pays ainsi leurs doléances qui sont sur la table du gouvernement. Reportage de Awa Kamisoro. Pour mieux informer l'opinion nationale et internationale, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a organisé une conférence de presse au sein de son établissement. Une conférence de presse à laquelle le secrétaire général de l'UNTM, Yahoua Katile, a évoqué les problèmes que l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, fait face. Des anciens. C'est cette combinaison qu'on a vue dans d'autres gouvernances qui sont susceptibles d'établir ou de maintenir l'équilibre des structures de sécurité sociale. Notre proposition alternative à 65 ans consiste à échelonner les âges de départ à la retraite. L'avantage est que le gouvernement peut, en tenant des situations par catégorie, mieux planifier les recrutements. Ainsi, les détenteurs de DEA et de doctorat devraient partir à la retraite à l'âge de 65 ans, car venant plus tardivement dans la vie professionnelle et leur maintien peut permettre une meilleure exploitation de leur savoir et leur expérience. Les détenteurs de master 1 et 2 iront à la retraite à 64 ans. C'est de la licence, 63 ans B1 et B2 et C à 58 ans. Cet échelonnement non plus n'a pas emporté l'accord du gouvernement. C'était la proposition de l'UNTM lors des discussions, je vous rappelle. L'ultime solution plus juste, plus promotionnelle de la jeunesse serait donc de maintenir les gestions d'âge de départ à la retraite en vigueur dans le statut général, mais alors de procéder à des recrutements en mode de remplacement numérique par catégorie et par profession, par voie de concours pour éradiquer les favoritismes, l'injustice sociale à l'opinion publique condamnée par la Convention 111. Troisièmement, le Mali passe d'un régime qualifié de dictature à une troisième république censée être celle d'un état de droit, d'une démocratie. Le Mali, cependant, semble être un espace de sans-droit, de déni de justice. Depuis les compressions des sociétés et entreprises d'État des années 80-90 jusqu'à ceux des années 2000, les droits sont injustement non payés, malgré souvent des décisions de justice, ou supprimés
ou non reconnus. Yacouba Katile n'a pas oublié de parler de la conférence sociale prévue en janvier 2019. La conférence sociale prévue en janvier 2019, si vous le savez, auscultons notre peuple depuis 2008 et surtout 2012. Il se trouve compris dans un internement psychiatrique. Ce qui s'en échappe, des jeunes tentent le désert et la Méditerranée comme passerelle vers l'Europe. On connaît la suite, mais il y aura toujours des prétendants. Des groupes sortent de l'internement, arrivent sans entrave aucune dans un état de folie, même avec une soif de régler les comptes après tant de bons et fructueux voisinages à d'autres. Ce sont des conflits communautaires. Des échappés émus et éprouvés par des privations, des maladies, la faim et la soif, là des promesses toujours reculées de prospérité pour tous, de démocratie, d'égalité, s'arment contre le reste de la nation qu'ils croient plus heureuse, plus développée. Ça, c'est la rébellion. Celle-ci aggrave les tributations psychologiques de tous les désespérés de la vie ici-bas. Et ils cherchent le paradis en provoquant des effusions de sang. Le fanatisme religieux est là. Ceux qui s'accommodent de l'internement restent tranquilles dans le chômage sans fin et sans fond, dans la drogue, dans les criminalités les plus absurdes, les plus odieuses, dont la détresse troublante n'émue guère une minorité du peuple s'adonnant à la vie dans les lustres infinis. L'INTEM ira en grève de 72 heures du 9 au 11 janvier 2019 si le gouvernement ne répond pas positivement à leur doléance, selon Yacouba Katile, secrétaire général de l'INTEM. Le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration OIM, vient de procéder au rapatriement de nos compatriotes en provenance de l'Angola et de l'Algérie. C'est mardi 25 et mercredi 26 décembre 2018. Reportage. Deux groupes de Maliens migrants en provenance de l'Angola et de l'Algérie ont été accueillis respectivement ces 25 et 26 décembre à la Cité des Maliens de l'extérieur où ils passent quelques jours avant d'être acheminés dans leur localité d'origine. Ce rapatrié nous parle des difficultés qu'il a fait face pendant son séjour. C'était l'Algérie, on travaille. Voilà, le rafflement d'Algérie, c'était sur le sentier, on travaille. Bon, il est parti nous attraper sur le sentier. Il dit il va nous la rapatrier. Bon, simple. Bon, on était de l'argent, avec des téléphones. Ils ont lui pris tout. Nous l'argent, à nos téléphones. Bon, il nous a rapatrié. Prends-nous, mets ça sur les 2 heures. On a fait 3 jours aux 2 heures. Après ça, OM, il a parti nous raconter sur les 2 heures. Maintenant, il avait nous mis à part, donner tout, manger, dessus. Maintenant, fait les transports, revenir aussi au Mali. Maintenant, on est au Bamako. On a trouvé une chose avec des travail, avec ce qu'on a perdu, c'est trop. Nous, on a trouvé, c'est mieux. Avec nos, comme il n'y a pas de travail, c'est à cause de ça, on est parti à l'Algérie, faire des travaux à l'Algérie, faire des choses. Maintenant, aider, il ne veut pas. Ni au Mali, on peut nous aider. Comme OM peut nous aider, on fait des travaux. C'est mieux, c'est ça on veut. Mohamed Lamine Ban, secrétaire chargé des affaires sociales, de la solidarité et des questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, a parlé de ce rapatriement. Les rapatriements, en ce qui concerne le premier lot, ceux qui viennent de l'Algérie, ils viennent par voie de surface, par voie terrestre, via le Niger. Et donc, il y a un lot qui est arrivé. Nous attendons même demain ou aujourd'hui, vers la fin de la journée, 62 autres qui viennent du Niger. Donc, vous savez, le couloir Niamey, Agadez, etc., l'Algérie, c'est un couloir qui est de retour aujourd'hui, dont le flux est très important. Concernant le cas de l'Angola, vous savez que depuis le début du mois de novembre, il y a des opérations en cours en Angola, 2 opérations Restgate et Transparencia,
Rajgate qui contrôle les opérations commerciales et Transparencia qui contrôle les opérations dans les zones minières. Nos compatriotes ont été victimes, certains ont été détenus dans plusieurs centres, dans plusieurs localités, et principalement dans les deux Lunda. Donc ces personnes détenues ont émis le vœu d'être assistés pour revenir au pays parce qu'ils ont été arrêtés sur le chemin du travail, ils n'avaient aucune ressource, ils n'avaient pas les capacités de revenir eux-mêmes. Donc le comité de crise national et celui mis en place en Angola se sont concertés et ont plaidé auprès du gouvernement qui a accepté de payer leur rapatriement pour 46 personnes. Mais finalement, pour cette fois, c'est 43 personnes qui sont arrivées. Il y a d'autres qui sont en attente, qui ont demandé à être rapatriés, mais ceux-là, ils ne sont pas en prison, ils sont libres. Donc on a jugé nécessaire de faire tout d'abord pour faire sortir ceux qui sont en prison, les faire revenir et ensuite envisager le retour assisté pour les 120 autres qui en ont fait la demande. Rappelons qu'un autre groupe de rapatriés est attendu et il y a des milliers de Maliens qui vivent dans des conditions précaires et qui souhaitent le retour au bercail. Le terrain de foot de Kinzambougou a abrité la 5e édition du Royaume des enfants organisée par l'agence Sentinelle Sud ce mardi 25 décembre 2018. L'objectif était d'offrir aux enfants un espace de divertissement et d'épanouissement. Reportage. Organisée par l'agence Sentinelle Sud, la 5e édition du Royaume des enfants a regroupé les enfants des communes 2, 3 et de la zone industrielle du district de Bamako. Ils se sont divertis à travers des jeux en présence d'une nombreuse foule et de l'initiateur de l'événement Yelimadi Konaté qui a parlé de l'objectif de la rencontre. Le Royaume des enfants, c'est un festival qu'on a créé il y a 5 ans. En fin d'année, on s'était dit pourquoi ne pas organiser un festival là où on peut faire en sorte que les enfants s'amusent, là ils peuvent avoir des jeux. Parce que malheureusement, vous savez qu'il n'y a pas toujours d'espace là où les enfants peuvent s'épanouir, là ils peuvent s'amuser. Or c'est un besoin. Donc on s'est dit pourquoi ne pas s'organiser. On avait commencé il y a 5 ans, on a la 5e édition et en chaque fin d'année on essaye de voir comment est-ce qu'on peut rassembler des enfants. Cette fois-ci, aujourd'hui c'est la clôture, mais on s'est joint à d'autres personnes, d'autres événements. Là on pouvait transporter les enfants pour qu'ils aillent s'amuser là-bas. Vous savez, moi quand j'étais petit, c'était à la fête de Noël qu'on me donnait des cadeaux. C'est vrai que beaucoup de gens voient ça comme une fête chrétienne et c'est normal, on en profite pour leur souhaiter joyeuses fêtes, mais pour moi c'était avant tout une année là où je savais que si j'étais sage, je recevrais des cadeaux. Donc nous c'est ce qu'on essaie de faire. Ce n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui n'aient pas droit à des cadeaux. Nous c'est pour ça que la fête de Noël pour moi c'est un symbole là où tous les enfants peuvent s'amuser et avoir des cadeaux. Donc il y a pas, pour moi ce n'est pas seulement la connotation religieuse, pour moi c'est vraiment Noël est la fête de tous les enfants et je pense que c'est normal qu'on essaie de s'organiser pour leur donner un peu de plaisir pendant les fêtes de Noël. Yelimadi Konaté a également expliqué les initiatives prises pour le plaisir des enfants. Ce qu'on fait chaque année, c'est de les mettre dans certains secteurs. Et là, on s'est rendu compte qu'on va priver les enfants. Or, on sait que si maintenant on essaie d'aller dans chaque commune, puis après chaque région, on sait que les gens sont solidaires pour pouvoir donner quelques cadeaux seulement. Vous avez vu, même s'il n'y a pas beaucoup de cadeaux, ils sont contents quand ils s'amusent. Donc l'année prochaine, ce que nous voulons faire, c'est de mettre dans toutes les communes de Bamako. Je n'aime pas dire le mot enfants démunis, mais quand même, il y a beaucoup d'enfants quand même qui n'ont... On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants là qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux. Sinon, il y a eu certaines éditions, là, il y avait des gens qui ont déjà des cadeaux. Et cette fois-ci, il y a des artistes qui doivent venir et tout cela. Donc, je n'aime pas dire enfants démunis, mais j'aime dire qu'on doit penser à des enfants. Parce qu'en dehors des enfants démunis, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert, pas beaucoup d'espace là où les jeunes peuvent venir. Et pour moi, c'est très important de le faire. Je le fais par exemple avec Bala Keïta qui est là à côté de moi. Chaque année, même quand nous on oublie, c'est les enfants qui l'appellent pour lui dire quand est-ce que vous allez faire la fête pour qu'on ait des cadeaux. Donc vous voyez que ça les marque et nous on doit continuer à faire ça pour eux. Le Royaume des enfants a été un moment de communion entre tous les enfants, sans distinction aucune, mais aussi un moment convivial de rencontre, de découverte et de distraction pour les enfants. Vivement la prochaine édition du Royaume des enfants. Après une tentative de la révision de la Constitution rejetée par l'opposition et de la société civile en 2017, le Conseil des ministres du jeudi 20 décembre, présidé par le président de la République, vient de remettre le projet sur la table.
Notre équipe de reportage s'est approchée à Dr Fousseini Doumbia, constitutionnaliste, afin de savoir si cette révision constitutionnelle est-elle nécessaire. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. La constitution malienne, c'est l'une des constitutions les plus stables au monde. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire parce que depuis qu'elle a été mise en place en 1992, elle n'a fait l'objet d'aucune réforme. Alors, elle existe depuis presque aujourd'hui plus de 25 ans. Alors que le droit constitutionnel a beaucoup évolué, les circonstances du moment ont fait qu'il faut qu'on essaie de réviser la Constitution. Parce que moi, je dis, bon, elle est vraiment stable, mais aussi, je me dis, elle est aussi dépassée. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes nouveaux, il y a beaucoup de principes nouveaux, de dispositions nouvelles, n'est-ce pas, qui doivent être inscrits dans la Constitution malienne. Jusqu'à présent, le Mali ne l'a pas fait. Alors, il y a des dispositions d'ordre international qui demandent à nos différents États d'inscrire ce qu'on appelle certains principes dans nos différentes constitutions. Jusqu'à présent, le Mali ne l'a pas fait. Alors, la procédure, elle est totalement lourde parce qu'il faut un référendum. Alors, il y a de ces dispositions mineures, s'il faut organiser tout un référendum pour les inclure dans la Constitution, ça pose extrêmement de problèmes. Donc, la Constitution malienne, franchement, doit être révisée aujourd'hui, non seulement pour tenir compte à l'évolution du droit constitutionnel, mais aussi aux circonstances du moment que nous vivons. Parce qu'en réalité, cette Constitution a même atteint ses limites dans les différentes résolutions de la crise dans notre pays. Le Mali a signé des accords qui doivent être matérialisés sur le plan juridique pour leur application. Jusqu'à présent, on n'arrive pas du tout à le faire. Donc aussi, cela s'ajoute à l'évolution du droit constitutionnel. Donc la révision, elle est impérative. Elle est inhérente. Au Mali, il y a ce qu'on appelle, dans la constitution malienne, il y a ce qu'on appelle un article unique qui est réservé à la révision constitutionnelle, ce que j'appelle la procédure de droit commun, la procédure de principe qui concerne la révision de la Constitution, qui est notamment prévue par l'article 118. L'article 118 qui permet, n'est-ce pas, à la Constitution malienne d'être révisée, d'être modifiée. Cet article 118 a fait l'objet d'une polémique vive au moment des réformes précédentes, parce que pour réviser la Constitution malienne, il faut un référendum. Également, il y a une disposition qui dit que on ne peut pas organiser une révision constitutionnelle tant que l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays est menacée. Donc ça risque franchement de susciter le fameux débat concernant l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Parce que selon plusieurs observateurs, selon plusieurs experts, c'est toujours d'actualité cette question d'atteinte à l'intégrité territoriale. Donc la grande question qui mérite d'être posée au regard de cette difficulté, est-ce qu'il est totalement possible de parvenir à une réforme reçue? La question mérite d'être posée. Il y a aussi une autre procédure à laquelle les gens ne s'agrippent pas beaucoup, c'est la procédure que moi j'appelle dérogatoire, qui est prévue notamment par l'article 41 de la Constitution, qui permet notamment au président de la République, n'est-ce pas, de saisir directement le peuple autour de toute question d'intérêt national, autour de tout projet de loi concernant la vie de la nation. Cette forme de révision constitutionnelle fait débat aujourd'hui autour des différents experts en droit constitutionnel, mais elle a été recourue par la France, notamment sous général de Gaulle, par 2 fois, c'est-à-dire en 1962 et en 1969. Certains États africains l'ont utilisée pour non seulement changer leur constitution, mais aussi la réviser. Le Sénégal l'a fait en 2001 pour changer sa constitution. La Guinée-Conakry aussi l'a fait sous
le président Lassana Conté et beaucoup d'autres États. Donc ça aussi, c'est une procédure tout à fait possible pour réviser la Constitution, même si ça fait aujourd'hui débat, ça fait polémique, mais ça permet notamment au président de la République de sauter, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale pour saisir directement le peuple pour la révision de la Constitution. Mais la plus grande problématique qui se pose, le plus grand obstacle à cette réforme constitutionnelle, c'est la division du peuple malien aujourd'hui. Nous sommes en crise. Ce n'est pas dans la division qu'on puisse parvenir à une réforme consensuelle et inclusive, parce que le Conseil des ministres a été très clair cette fois-ci pour instruire au Premier ministre d'aller dans le sens d'une réforme. Mais quelle réforme? Une réforme consensuelle et inclusive. Ce qui a totalement son sens, parce que la situation de crise que nous vivons aujourd'hui demande surtout une réforme consensuelle et inclusive. Et les différentes tentatives de réforme qui ont échoué, l'une des raisons pour lesquelles elles ont été couronnées par un échec, c'est le caractère exclusif, n'est-ce pas, de la réforme. Alors, même dans un état normal, pour l'adoption d'un certain nombre de textes d'une importance particulière, on demande un certain nombre de consensus, surtout un État aussi en crise comme le Mali. Donc le consensus est extrêmement important. Le caractère inclusif de la réforme est particulièrement très important pour parvenir à une réforme reçue. Il faut qu'on essaie de sortir de cette situation avant de parler de la réforme. Donc il faut que le peuple malien se retrouve autour de l'essentiel, la cohésion nationale, la stabilité sociale, la sécurité, parce que c'est l'avenir de toute une nation qui en dépend. La mosquée dont Mahamoud Diko est imam a servi de cadre de réception ce jeudi 27 décembre 2018 d'une délégation venant de Nioro du Sahel, porteuse de messages de félicitations et de soutien du shérif de Nioro, Bouye Aïdara. La foule n'a pas été en marge de cette rencontre qu'elle considère comme une cause nationale. L'imam Mahamoud Diko se dit très ravi de cette visite. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Amara Diallo et Moussa Tembini. Mes impressions, c'est que c'est une joie immense que je ne peux pas exprimer. Un soutien venant du shérif de Nioro est un soutien inestimable pour moi. Mais ça ne me surprend pas que ça vienne de lui. Connaissant ce qu'il est, de lui qu'il y ait un tel soutien me réconforte. Ce n'est que quelque chose qui doit se faire et ça s'est fait. Qui connaît qui est Mohamed Ould Cheikhna, si tu le connais, tu sais d'où il vient. Ce n'est pas étonnant que lui, sa position, soit ce qui a été aujourd'hui exprimé. Je n'ai pas été trahi par personne. Je ne comprends pas ça comme ça. Je ne m'exprimerai pas comme ça. Vous savez, il y a 10 ans que je suis président du Haut Conseil. Je travaille avec des gens, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Pour une fois qu'on ne s'est pas compris sur une question, pourquoi en faire une trahison? Non, ce n'est pas une trahison. Non, pas du tout. Je n'ai été trahi par personne. Non, non, non. Et je veux vraiment que les choses soient claires et que les gens le comprennent. Moi, je ne comprends pas ça comme trahison. Je comprends tout simplement que nous sommes des hommes. Il y a une question qui est là. Chacun peut avoir son point de vue. Il peut y avoir des divergences entre nous, mais moi, je ne pense pas que ça soit une trahison. Et je ne le comprends pas comme trahison. Voilà. Prochainement, on verra. Nous venons d'annoncer une initiative d'une journée de grande prière pour notre pays que nous pensons, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, organiser sous le parrainage du grand shérif de Nioro, Inch'Allah. Nous voulons le faire très prochainement. Le message, c'est d'abord demander à tout le monde de prier et d'être unis et puis d'être vigilant et attendre ce qui va être dit prochainement.
Le directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité routière, l'ANASER, a fait le point sur les dispositions prises par son département par rapport à la sécurité routière en cette fin d'année. Il n'a pas oublié de souhaiter ses meilleurs vœux à la population malienne. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Les fins d'année, généralement, c'est des périodes où la mobilité est beaucoup accentuée. Je répète, la fin d'année est une période où la mobilité et le trafic sont très élevés, et ce qui n'est pas sans risque, naturellement. Alors, cette fin d'année se caractérise par plusieurs aspects. Le premier aspect, d'abord, c'est que c'est la fin d'année. Il y a des fêtes, et ce qui facilite aussi le mouvement des gens. En deuxième position, nous avons la période des congés de Noël. Les enfants ne sont pas à l'école, ils sont aussi dans la circulation. Et en troisième lieu, c'est la période des récoltes. Le Mali est un pays d'agriculture. Vous savez qu'à la fin de la saison, la période des récoltes, il y a assez de mouvements au niveau de la race campagne par rapport au transport des produits agricoles des champs vers les secteurs de consommation, de transformation, de commercialisation. Ce qui accentue davantage le trafic, le volume de trafic sur la route. Tout cela multiplie les risques liés à l'usage de la route. C'est ce qui fait que l'Agence nationale de la sécurité routière, qui du 1er janvier au 31 décembre continue à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour efficacement lutter contre l'insécurité routière. La fin d'année est une période particulière. Pourquoi? Parce que la mobilité elle est encore beaucoup plus accentuée. C'est ce qui nous amène à adopter des stratégies, des plans pour pouvoir mieux lutter contre l'insécurité routière afin de minimiser les risques d'accident de la circulation routière en fin d'année. Et toute cette stratégie, toutes ces mesures que l'ANASER entreprend en partenariat avec ses collaborateurs directs rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations et les instructions du ministre des Transports en matière de sécurité routière. C'est ce qui nous amène à adopter certaines stratégies qui commencent d'abord par la communication. La communication est pour nous la stratégie la plus efficace pour nous. Au-delà de la communication, nous avons d'autres stratégies qui sont, entre autres, le partenariat, le renforcement de partenariat avec ceux-là même qui sont chargés de surveiller la route. Il s'agit de la police et puis de la gendarmerie, qui, à des périodes comme ça également, redoublent de présence du SIAZIR sur le terrain. Et au-delà de ces partenaires, nous travaillons également avec un autre maillon qui est extrêmement essentiel en matière de sécurité routière, c'est la protection civile. La protection civile a un rôle majeur dans la survie du blessé, de l'accidenté. Au-delà des services sur la route, que sont la police, la gendarmerie et la protection civile, l'ANASER continue son partenariat avec les services tels que les associations, les privés. Nous avons un partenariat très avancé avec les privés, tels que les associations, les ONG, qui luttent contre l'insécurité routière. Et nous avons aussi un plan, on a élaboré un plan d'action avec ces associations pour mieux communiquer avec les usagers, pour mieux apporter les informations qui vont souvent au porte-à-porte. Souvent, on rentre même dans les familles riveraines des axes routiers, des voies urbaines, pour expliquer le problème d'insécurité. Vous savez, les jeunes sont les plus impliqués dans les motos, dans les accidents des motos. Donc, je les invite à accepter de porter, de faire le port du casque un réflexe. Et d'inviter les conducteurs de motos à éviter les supports à 3, les supports à 4 sur les motos. C'est extrêmement dangereux et ça ne conduit qu'à malheureusement à des tragédies. D'éviter de téléphoner lorsqu'on est en train de conduire, ce n'est pas conseillé. Et d'éviter de boire de l'alcool ou bien de fumer des substances et de se mettre en conduite. C'est des pratiques
qui ne peuvent pas aller ensemble. J'invite les usagers de la route à éviter l'excès de vitesse. Je l'ai dit tantôt, la vitesse excessive a été reconnue comme la première cause des accidents de la circulation routière au Mali. Donc évitons l'excès de vitesse. Les textes sont très clairs là-dessus. En race campagne, il ne faut pas dépasser 90 km à l'heure. Lorsqu'on est à Bamako, en agglomération, dans les villes, on ne doit pas dépasser les 50 km à l'heure. Ils ont beaucoup plus preuve de responsabilité et de retenue dans la circulation et que cette fin d'année soit une fin d'année de joie, de plaisir, de fête dans les familles et non une période de tragédie et de recueillement. Donc, je souhaite que cette fin d'année soit une fête, que la fête soit belle et que l'ensemble des usagers se rappellent, que tout le monde se rappelle qu'il y a une vie après la fête. Le directeur régional de la police nationale du district de Bamako aussi a parlé des dispositions prises par son département pour la sécurisation de sa localité à la veille des fêtes de fin d'année. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Vous savez, nous finissons l'année 2018 par la grâce de Dieu. Nous abordons, comme on le dit, la dernière ligne droite. Et pour les fêtes de fin d'année, nous avons effectivement renforcé nos dispositifs depuis déjà Maouloud jusqu'à la fête de Noël. Et maintenant, on s'achemine vers le 31 décembre. Et donc, en cette période-là, c'est des moments de déplacement, des moments de salutation, des moments de joie et aussi des moments de crainte, surtout sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a du monde qui sera dans la rue. Alors, c'est pour cela que nous avons pris les dispositions par le renforcement d'abord de nos effectifs au niveau des unités de police. Et ces jours-là, nous allons appuyer en tout cas nos efforts sur les patrouilles pédestres, les patrouilles motorisées, pour assurer la visibilité, n'est-ce pas, et partout dans le district de Bamako. Et nous avons également prévu de renforcer les checkpoints. Les checkpoints, c'est les postes fixes de contrôle au niveau des entrées et sorties des ponts, surtout, et également sur des voies d'accès un peu limitées, n'est-ce pas. On a prévu de renforcer les checkpoints. Les checkpoints ont pour but de fouiller les véhicules, n'est-ce pas, et rechercher les individus certainement dangereux, et les armes à feu et la drogue. Vous savez, il y a quelques jours, on a saisi des armes à feu dans un taxi, n'est-ce pas, de transport public. Alors, vous imaginez des armes dans des valises, donc il faudrait vraiment beaucoup d'attention pour pouvoir vraiment déjouer tous ces plans des malfaiteurs. Alors, à cela, nous avons également prévu de mettre des dispositifs au niveau des lieux de loisirs, et également les restaurants, les hôtels, les pâtisseries, et partout où vraiment les enfants peuvent aller vraiment s'amuser, au musée, au parc national et tous les jardins publics qu'il y a en tout cas à Bamako. Et cela dit, nous avons également prévu de renforcer également les activités de la CCR, n'est-ce pas, dans le cadre de la fluidité de la circulation, parce qu'il faudrait vraiment assurer la fluidité pour que les personnes puissent aller et revenir en toute quiétude et très facilement. Et dans les grands carrefours également, vous avez vu qu'il y a les PS, les postes fixes de sécurité, et ces postes également seront renforcés pour permettre vraiment de veiller à ce que vraiment le public soit en sécurité à tout moment. Donc voilà un peu ce que nous avons prévu, entre autres, pour assurer la sécurité au niveau de Bamako. Et nous avons également mis l'accent sur, en tout cas, l'utilisation des artifices, des feux d'artifice et les pétards. Comme vous le savez, c'est une volonté, n'est-ce pas, de l'État, vraiment de mettre fin à ces phénomènes-là qui créent beaucoup de problèmes en ces moments d'insécurité, en ces moments d'attaques terroristes. Et il est très difficile de faire la différence entre, en tout cas, les bruits des pétards et vraiment les armes à feu. Donc, ce qui fait que vraiment, nous sommes déjà heureux de constater que pendant les fêtes de Noël, on n'a pas vu vraiment ces pétards-là à Bamako. Et cela n'enlève en rien vraiment de la qualité ou vraiment de la belle jouissance qu'on voulait vraiment de ces journées-là. Donc, nous osons croire
que les enfants, les parents et surtout vont nous écouter et que le 31, nous allons passer le 31 décembre dans les très bonnes conditions, je voulais dire. Et nous prions tout le monde de faire en sorte que ce jour-là, on fasse beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, n'est-ce pas? Attention à ce qu'on fait, attention à où on va et être très vigilant et être sensible à l'environnement. Et quand l'environnement n'est pas propice, vraiment le sentir et le signaler pour que les forces de sécurité puissent vraiment être là pour parer à toute éventualité. Voilà un peu, madame, ce que nous avons prévu pour les festivités de fin d'année. Toujours dans le même cadre, le directeur régional de la protection civile a également fait le point sur les dispositifs pris par son département pour que les Maliens puissent fêter dans la quiétude et dans la joie. Effectivement, à l'accoutumée, lorsque la fin d'année s'approche, nous prenons des dispositions particulières pour sécuriser Bamako et banlieue. À notre manière, parce que nous sommes dans un dispositif sécuritaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous allez constater avec moi que nous évoluons avec la police, la gendarmerie et la garde nationale. Et c'est de sorte que lorsqu'il y a des événements comme les fêtes de fin d'année, le mouvement de la population est énorme et que la fête fait en sorte qu'on puisse la faire dans une bonne ambiance, qu'il y a beaucoup d'accidents. Nous avons pris des dispositions d'abord auprès de nos forces de sécurité, qui est la police, la protection et la gendarmerie et la garde nationale. Et quand il s'agit du centre-ville de Bamako, nous avons pris des dispositions pour d'abord accompagner les forces de sécurité dans les différentes patrouilles d'envergure, pour les sécuriser davantage lorsqu'ils sont dans les opérations de sécurisation. Et au-delà de ça, nous avons mené depuis le 10 décembre, et ça va continuer jusqu'au 25 janvier, pour pouvoir prendre des dispositions afin de sécuriser la population de Bamako et banlieue dans notre système de sécurisation. Cela va sans dire que dans les carrefours, nous serons présents au moins 21 carrefours de Bamako qu'on appelle les carrefours accidentogènes, qui seront sécurisés par les ambulances pour un secours de proximité. Et au-delà de ça, nous allons évoluer avec la gendarmerie nationale sur les axes routiers. Et tous les axes en quittant Bamako vers les villes, et tous ces axes seront sécurisés par la gendarmerie en matière de sécurité civile. Et à notre façon, nous allons quand même protéger encore davantage ces forces de la gendarmerie et de la garde nationale qui évoluent vers les banlieues, ainsi que dans les banlieues. Et nous allons mettre à disposition des ambulances pour encore protéger et les citoyens lambda, ainsi que les forces en mouvement dans ces localités. Maintenant, concernant même la vie même des événements, c'est-à-dire que des fêtes, nous avons pris des dispositions particulières. Et quand vous allez constater avec moi qu'à Bamako, il y a beaucoup de rues marchandes, parce qu'il y a la fête du 31, il y a la fête du 25 qui vient en tout cas de passer. Et nous avons pris des dispositions aussi pour protéger les citoyens lambda au niveau de ces rues marchandes. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 7 rues marchandes de Bamako, de Kati jusqu'à la FEBAC. Toutes ces rues qu'on appelle les rues marchandes sont sécurisées par nos forces afin de pouvoir quand même porter secours et assistance d'une façon urgente à toute personne qui sera dans une situation de détresse. Au-delà de ça, nous avons pris des dispositions pour sécuriser même la population pendant la fête. Et pendant la fête, il y a beaucoup d'accidents. Au-delà des carrefours accidentogènes, nous avons déployé, nous allons déployer des gens sur la partout où le public se retrouve, qu'on appelle ça public show, que ce soit au niveau de la Tour d'Afrique ou au niveau de leur thème, ainsi que où là les enfants se regroupent pour se réjouir. Et nous allons faire des détachements à tous ces niveaux pour que en tout cas les Bamakois et banlieues puissent fêter dans la plus grande convivialité. Et cela nous amène à pouvoir quand même faire en sorte que nos hommes seront butés à 2 missions principales. La première des missions, c'est de pouvoir quand même appliquer à la lettre notre hiérarchie, de pouvoir quand même instruire, de pouvoir quand même éviter un certain nombre de comportements des citoyens, c'est-à-dire que l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Nous allons
imposer aux citoyens de fêter et sans quand même contrarier à ces dispositions. Les contrevenants seront pris par nos agents et mis à la disposition de la police ou de la gendarmerie. Ça, c'est un premier aspect pour éviter tout dérapage en matière de sécurité d'incendie. Secondo, notre mission primordiale, c'est de porter secours et assistance, que la chaîne de secours soit très rapide afin de pouvoir quand même satisfaire aux besoins, à l'attente de la population et lorsque celle-ci est en détresse. Voilà nos missions fondamentales pendant les événements, les fêtes et au-delà des fêtes que nous avons sur place. Maintenant, cela nous amène à pouvoir même sécuriser le fleuve. C'est-à-dire qu'au niveau du fleuve Niger, nous avons un détachement nautique qui est basé au niveau de la brigade fusilière de gendarmerie, qui agit au moment opportun pour quand même satisfaire aux besoins, parce que le fleuve et les 3 ponts sont à sécuriser, non seulement par les forces de sécurité et aussi par nos forces, afin de pouvoir quand même rendre la fête très belle. Voilà les différentes dispositions que nous avons prises au niveau de la protection civile afin de pouvoir bien sécuriser Bamako et banlieue pour ceux qui veulent bien fêter. L'appel que je lance, c'est que c'est vrai, il est bon de fêter. Le Mali n'est pas dans... actuellement, il y a des difficultés sécuritaires et que le Mali doit se sentir que le bon comportement ou le bon réflexe ou le respect de la loi nous oblige, par rapport à la circonstance actuelle, de pouvoir limiter en tout cas nos extravagances par rapport à nos manifestations. Si on nous dit de respecter le code, qu'on respecte le code. Si on nous dit de ne pas utiliser les pétards ou les feux d'artifice, qu'on applique cela. Et là où on demande de ne pas se regrouper dans un lieu non autorisé, que le citoyen lambda quand même puisse quand même s'appliquer afin de pouvoir faire la fête dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.